Et donc, avant de parler de l'économie circulaire, on va d'abord regarder comment se passe l'économie linéaire et quels sont tous les impacts systémiques actuels de l'économie linéaire et la façon dont on pourrait les transformer, notamment grâce à l'IoT. Merci. Ok, alors, donc il y a effectivement plusieurs formes d'économie. L'économie dans laquelle on est majoritairement aujourd'hui, elle est linéaire. La caractéristique principale, c'est que cette linéarité, elle se définit depuis le berceau où on va chercher les ressources, c'est-à-dire la terre et les différentes ressources, jusqu'à la fin du processus, lorsqu'on jette l'ensemble des objets dont on n'a plus besoin. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on est encore dans cette économie linéaire, c'est parce que les modèles de pensée, les différents outils que nous avons appris en école de gestion notamment, sont basés sur ce type de schéma, sur ce type de courbe. Je suppose que vous le reconnaissez tous. Et donc moi j'ai deux problèmes en fait avec cette approche. Le premier problème se situe en amont, lorsqu'on veut atteindre très rapidement un break-even en mettant la pression sur les coûts et également sur ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait avant les externalités et qu'il faut réinternaliser dans le modèle de l'entreprise. Et donc ça c'est la première problématique, c'est que puisqu'on veut vraiment réduire le time to market et avoir du cash le plus vite possible, on va vraiment mettre une pression très forte dès le départ. Le deuxième élément, c'est le fait qu'une fois que le produit décline, eh bien, une fois que le produit n'est plus fonctionnel ou on n'est plus à la mode, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement le retirer du marché et il va se retrouver dans toute une série de déchets. Et donc, moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui, d'abord pour commencer, des grands objectifs, des grands enjeux que nous avons en tant que société, au niveau de l'humanité. Et donc, ces 17 objectifs ont été déterminés, ont été votés par l'ensemble des nations membres des Nations Unies. Ces objectifs ne sont pas uniquement et ne concernent pas uniquement des personnes qui se trouvent à New York ou à Genève, elles concernent aussi ce que nous pouvons mettre en place, et comme le disait le ministre tout à l'heure, dans les différents projets d'entrepreneuriat qu'on peut réaliser ici en Belgique. Alors si on regarde d'un côté de la chaîne, on a notamment dans tout ce qui est industrie technologique besoin de pas mal de cobalt. Et donc ici, vous voyez notamment un enfant, il y en a 40 000 au Congo, qui travaillent, d'après l'UNICEF, encore dans les mines de cobalt. Et donc on voit que par rapport au nombre d'objectifs du développement durable à réaliser, il y en a énormément qui pourraient être réalisés si on arrivait à inverser les choses. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a un autre problème qui va devenir de plus en plus important, c'est la masse des déchets qui est en train de s'accumuler, et notamment parce que la Chine a décidé l'été dernier de mettre un embargo sur une quinzaine de déchets qu'ils ne vont plus accepter. Et donc, avec ces deux grandes questions, en amont et en aval, eh bien, on a un défi quand même assez important à relever. Et je pense que l'IoT peut aider l'économie circulaire à relever ces défis. Alors, là, je viens de parler de questions qui concernent l'ensemble de la planète, ou en tout cas au moins l'Europe, par rapport à la problématique des déchets que nous produisons ici. Je voudrais prendre un exemple beaucoup plus précis. Ici, en région de Bruxelles-Capitale, vous avez en fait sur l'ensemble des déchets électroniques et électriques de petite taille qui sont récupérés tous les jours. Ça représente près de 5,5 tonnes de déchets électroniques. Eh bien, sur ces 5,5 tonnes, 95%, si pas plus, sont tout simplement transformés en broyat. Et donc il n'y a pas d'autre utilisation, donc on est vraiment sur du recyclage, il n'y a pas d'autres approches qui sont menées aujourd'hui. Alors qu'il y aurait d'autres possibilités, et je suis en train de travailler sur un projet qui, j'espère, va permettre de le démontrer de façon complète, alors qu'il y aurait moyen, d'une part, de différencier des modules d'équipements électroniques et électriques qui peuvent représenter une haute valorisation en termes de recyclage, mais également des modules qui représentent encore une valeur économique fonctionnelle très élevée, tels que par exemple les roulements à billes ou bien les moteurs pas à pas, qui permettent notamment de produire ce type d'imprimante 3D. Vous pouvez voir chez Recyca, je pense qu'il y a un représentant dans la salle de Recyca, il n'est peut-être pas encore arrivé. Et donc ce type d'imprimante 3D, ça représente un coût environ de 60 € pour une valeur de marché qui est environ 12 à 15 fois supérieure par rapport aux fonctionnalités qu'elle permet de rendre. Cette imprimante 3D a été réalisée à partir de déchets électroniques. Et donc, on peut voir avec ce genre d'exemple qu'il y a moyen d'arriver à valoriser autrement des déchets. Il y a pour l'instant 400 étudiants à l'ECAM à Woluwe-Saint-Lambert
qui sont en train de développer une cinquantaine d'objets, qui sont des objets inspirés et basés sur les principaux déchets électriques et électroniques en région Bruxelles-Capitale. Ils ont notamment déjà mis au point une hydrolienne qui permet de réduire la consommation d'énergie. Et ça, c'est basé sur différents équipements, notamment de machines à laver, etc. Alors, si on parle d'économie circulaire, on doit aussi parler de la fondation Ellen MacArthur, qui est quand même une des fondations principales en termes d'approche sur l'économie circulaire. Et si vous voyez Ellen MacArthur, qui après tous ces périples de navigation, a décidé de se concentrer à fond, de concentrer toute son énergie sur la problématique des déchets, des ressources, pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, je vous invite aussi, si vous avez l'occasion, à lire le rapport qui a été réalisé par la Fondation Ellen MacArthur sur le lien entre l'IoT et l'économie circulaire. C'est un rapport qui date de 2016, il est entièrement disponible et je pense qu'il donne déjà pas mal de pistes de solutions. Donc l'économie circulaire, pour faire très simple, c'est effectivement veiller à ce que à imiter au maximum le cycle naturel. Et plus on limitera, et plus en fait on réduira les déchets, et plus on pourra utiliser chacune des ressources en tant qu'intrant d'un autre processus de production. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, évidemment, et on va regarder un exemple précis. J'avais décidé avec Lionel de prendre un exemple dans les machines à laver. Je me suis dit que ça pouvait parler à tout le monde, ceux qui sont dans l'économie circulaire, mais également ceux qui sont dans l'IoT. Et donc on va voir quelles sont les différentes étapes. Le principe dans l'économie circulaire, c'est d'essayer de réduire vraiment le cercle et donc de limiter les déchets. Donc d'abord et avant tout de travailler au niveau de l'utilisateur, notamment en favorisant le partage des ressources, le partage des différents équipements. Ensuite, bien sûr, les maintenir et prolonger. Ça peut paraître évident, mais il y a quand même beaucoup d'équipements, notamment au niveau IT aujourd'hui, qui ne sont pas conçus pour pouvoir être réparés facilement, pour pouvoir être ouverts, etc. Également pouvoir réutiliser ou redistribuer auprès d'autres personnes. Et puis on a également tout ce qu'on appelle le remanufacturing, donc qui permet de détourner les modules que l'on extrait de certains déchets électriques et électroniques pour les utiliser dans un autre cadre. C'est l'exemple de l'hydrolienne dont je parlais tout à l'heure, qui est en train d'être mise en place à partir d'équipements et de modules de machines à laver. Et puis enfin, la dernière étape, c'est pas la première, c'est le recyclage. Donc on considère que le recyclage, c'est vraiment l'étape ultime, c'est la toute dernière. Et donc on va regarder différents exemples et voir comment tout cela peut se combiner. Et évidemment, je pense que l'IoT va permettre d'accélérer ce processus et même de l'améliorer. Si on reprend la fameuse courbe de lancement d'un produit, en fait cette courbe, comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus circulaire. Le principe étant de pouvoir éco-concevoir le produit à l'origine. Alors ça veut dire quoi, éco-concevoir? Ça veut dire le concevoir de façon écologique ou circulaire, donc prévoir déjà sa deuxième ou troisième vie dès la conception du premier produit. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, on a tous les systèmes de modélisation pour pouvoir le faire, et toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Et deuxième élément, c'est de le co-construire avec les différentes parties prenantes. Plus on implique les clients et les fournisseurs dans la co-construction d'un nouveau produit, et plus on aura des chances évidemment qu'il puisse perdurer, tant pour sa première vie que sa deuxième et troisième vie. Et donc ce n'est seulement qu'au bout de 3 ou 4 vies que l'on va se retrouver à recycler le produit en question. Alors on va partir sur un exemple très concret, parce que là ça faisait peut-être un peu théorique. Et donc ici on va prendre un ménage. Voilà, on analyse le ménage sur toute sa vie. J'ai pris une hypothèse qui est basée sur le nombre de machines à laver que ce ménage va utiliser, va acheter et puis jeter pendant toute sa vie. Donc ici, voilà, une personne qui a 20 ans achète une première machine à laver, rencontre quelqu'un, ensuite à 26, 28 ans, va décider d'acheter une plus grande machine, alors qu'une machine a une durée de vie, en Belgique, en Europe, environ d'une 12aine d'années. Ça, c'est quelque chose qui a été fait de façon à réduire la durée de vie d'une machine et pouvoir en vendre un maximum. Et donc, 26-28 ans, donc là, on change de machine alors qu'on pourrait prolonger l'usage de la première, mais elle risque de terminer dans les déchets électroniques. Ensuite, il y a d'autres achats successifs qui vont se réaliser.
Alors, par rapport à l'ensemble de ces achats, on voit qu'effectivement, ça va faire environ 9 équipements électroniques pour un ménage qui vont se retrouver à la déchetterie, qui vont se retrouver dans les déchets. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, ne peuvent pas être facilement réutilisés ou remanufacturés. Les principales raisons, c'est que lorsque vous allez analyser, par exemple, un gisement des déchets électroniques, il y a une telle diversité dans les équipements, même la directive de 2012 qui prévoit l'obligation pour le producteur de renseigner tous les composants, c'est extrêmement compliqué finalement de retrouver les différentes pièces et de recomposer un nouveau produit. C'est quasiment impossible. Et je pense que là, l'IoT va pouvoir aider à trouver des solutions. Alors l'autre question aussi, l'autre élément que je voulais mettre en évidence, c'est le fait qu'au niveau de la capacité de ces machines, vous l'avez compris, hein, donc il y a la vie qui évolue, et à un moment donné, on va se retrouver, ou à plusieurs moments, on va se retrouver avec une surcapacité au niveau de ces machines. Alors peut-être qu'au niveau des machines à laver, ça peut paraître assez abstrait, mais pensez à une voiture, au moins 9/10 du temps, elle dort, enfin, elle est fixée à un endroit dans un parking. Et donc ici, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a moyen de partager cette capacité au niveau des machines? Et comment pourrait-on le faire? Alors l'IoT, Lionel en a parlé tout à l'heure, et il y en a d'autres qui parleront encore après, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on voit que l'IoT, alors ici j'ai pris la partie sans doute la moins sexy de l'équipement. Et donc l'idée c'est de se dire, ok, à partir du moment où on peut intégrer ces différentes puces, soit dans les différentes machines à laver, séchoirs, etc., soit même au niveau des différents canaux qui permettent d'amener de l'énergie, de l'eau ou autre aux différents équipements, on va pouvoir commencer à jongler avec des informations et interagir, créer l'interaction entre le client et le fournisseur de produits. Alors, et quand je parle de produit, en fait, on peut même imaginer que ce produit va se transformer progressivement en service. Et donc, toutes les interactions vont concerner des domaines qui aujourd'hui ne sont pas des interactions qui existent. Aujourd'hui, votre fournisseur ne vous contacte pas en vous disant « dans 2 semaines, on va venir réparer votre machine parce qu'il y a un problème ». Grâce à l'IoT, on peut faire de la réparation prédictive en fonction de l'usure des différents équipements. Également, calculer l'impact au niveau de l'eau qui a été consommée. Pouvoir aussi proposer de partager l'usage d'une machine avec d'autres personnes. Et puis, finalement, peut-être à un moment donné, se passer de la machine, mais tout en continuant à offrir un service. Alors, si on reprend donc l'exemple concret de ce ménage, on voit que là, ok, à 26-28 ans, effectivement, les personnes vont recevoir une machine. L'idée étant non plus d'acheter des produits, mais de devenir client en ayant un abonnement au niveau d'un service pour pouvoir réaliser un service, puisque ici on est en train de parler d'un besoin, et ce besoin c'est quoi? C'est d'avoir des vêtements propres. Il y a plein de façons différentes d'avoir des vêtements propres, pas uniquement en ayant l'acquisition d'une machine. Et puis, justement, en voyant la consommation, le provider, le service provider, peut se dire, tiens, mais je vois que la consommation est très importante, peut-être que vous auriez besoin d'avoir des services supplémentaires, des personnes qui peuvent venir vous aider pour faire le ménage, pour gérer justement votre linge, etc. Et donc, grâce à ces différentes informations, on va pouvoir finalement proposer des services additionnels aux différents clients. La réparation, j'en parlais il y a un instant, est évidemment fondamentale. Elle va permettre de prolonger la durée de vie du produit. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de prolonger la durée de vie? Parce que l'équipement appartient à la société. Donc les clients sont simplement des locataires et donc ont un service ou un abonnement qui utilise la fonction pour pouvoir nettoyer les produits, nettoyer les vêtements. Alors également la possibilité de partager. Si la société voit que votre consommation descend de plus en plus, que vous avez donc une surcapacité qui n'est pas utilisée, eh bien cette surcapacité pourrait très bien être partagée avec un voisin. Alors vous allez me dire, Monsieur Mosset, vous êtes assez idéaliste et utopique, dans la réalité, est-ce que ça a du sens? Moi je connais énormément de personnes à Bruxelles qui sont dans des situations monoparentales complexes et qui à mon avis seraient très intéressées de pouvoir partager certains équipements, que ce soit la voiture, la machine à laver et autres, d'une part pour ne pas à devoir s'en occuper en permanence, mais aussi pour pouvoir réduire les coûts et optimiser l'utilisation de ces différents équipements. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement une possibilité de développer le partage aussi de machines à laver. Alors aussi,
Ensuite, on peut très bien aller vers un service de livraison, bien chercher la manne à linge et on la ramène par la suite. Et puis, pourquoi pas, à la fin, proposer qu'il y ait une personne qui vienne nettoyer et repasser la maison. Alors vous allez me dire, mais tout ça, ça n'a plus rien à voir avec le métier de producteur et de vendeur de machines. Sauf que la différence, c'est qu'on fait évoluer le business, mais on garde les clients et on augmente le taux de satisfaction des différents clients. Et donc finalement, on se retrouve à acheter et à partager des fonctions, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, dans le cadre de l'économie de la collaborative, qui permet en fait de passer à d'autres business models qui, à mon avis, sont beaucoup plus pérennes. Alors concrètement, comment ça se passe? Mais évidemment, le premier ménage à ces différentes machines qui sont traitées à certains moments de sa vie en fonction de ses besoins. Et puis les machines sont ensuite envoyées récupérées par le provider qui lui-même va les réparer, les remettre en état et puis ensuite va les redispatcher vers les différents autres clients en fonction du type d'utilisation nécessaire. Alors ici, s'il y a un seul slide à retenir, c'est celui-ci. En fait, une des problématiques dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas boucler, on ne peut pas terminer la boucle par rapport aux équipements qui sont vendus. C'est quasiment impossible d'un point de vue technique, d'un point de vue pragmatique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire? C'est être certain que le provider va récupérer ces machines. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt aussi de le mettre en service et donc proposer un abonnement a du sens aussi d'un point de vue écologique et environnemental, mais aussi au niveau business. Et donc, notamment d'avoir la fiche d'identité de la machine. Quelle a été sa vie? Est-ce qu'on a la première vie, la deuxième vie, troisième vie des différents équipements? Quels sont les différents équipements, composants qui se retrouvent à l'intérieur de la machine? Également, quels ont été le nombre de réparations, les pannes qui ont été détectées. Et donc tout ça, grâce à l'IoT, ce sont des éléments qui feront partie des informations disponibles. Ensuite, il faut pouvoir démanteler cette machine. Et puis, il y a une partie, oui, qui va être recyclée parce qu'on ne peut plus utiliser certaines pièces, elles sont trop usées, sur base des informations qu'on a collectées sur les différentes pièces. Donc ces pièces-là, une fois qu'elles sont broyées, on peut ensuite les réutiliser et réimprimer de nouvelles pièces qui vont soit permettre de refabriquer une nouvelle machine, ou alors de réparer les machines qui sont en cours d'utilisation. Et puis de l'autre côté, avec une partie des pièces, on pourra également fabriquer une nouvelle machine. Et donc ce processus permet de boucler l'ensemble du processus grâce à l'IoT. Alors aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire. Au niveau de l'IoT, je disais IoT c'est bien, mais est-ce qu'il faut vraiment parler d'objets? Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt, puisqu'on parle d'un besoin ici qui est le fait d'avoir des vêtements propres, est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de l'Internet, de l'usage et des usages? Et l'usage de quoi? L'usage de ressources, les ressources qui sont communes, l'ensemble des matières sur cette planète appartient aux humains, et donc la possibilité de pouvoir utiliser, accéder aux différentes ressources, et donc de pouvoir les partager. Ça veut dire qu'on passerait de la propriété d'objets à la fonctionnalité, on passerait de produits au service, on passe de la consommation au partage. Et donc c'est un changement en termes de perception qui permet de faciliter l'économie de partage et qui permet d'amener de nouveaux business models et de nouveaux modes collaboratifs entre les humains et les entreprises en général. Et puis enfin, on parle souvent de machine to machine. Moi, je pense qu'il faut aussi parler d'humain to humain, parce que même si la machine a été fabriquée par quelqu'un de l'autre côté de la planète, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui a imaginé un produit et qui ensuite le propose à d'autres humains. Et donc ça permet aussi d'augmenter le niveau de responsabilisation qu'on a par rapport aux produits qui sont lancés sur le marché, que ce soit en mode de vente du produit ou en location du service. Finalement, pour faire la synthèse des principaux éléments que l'IoT peut amener à l'économie circulaire, c'est de la connectivité, c'est donc un flux d'informations pertinentes, intelligentes, qui permet d'améliorer l'économie circulaire. C'est la traçabilité qu'on n'a pas aujourd'hui au niveau de l'économie circulaire et qui est fondamentale. Et c'est également la possibilité de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper les stocks de matière et de pouvoir donc gérer de façon plus optimale les flux. Je pense que l'économie circulaire peut, elle, apporter à l'IoT du sens, également de nouveaux business models, l'économie de partage, l'approche service, et également des impacts beaucoup plus conscients au niveau sociétal.
Alors, vous me direz, est-ce que ça se fait déjà? Eh bien, vous avez notamment Seb qui a décidé de se lancer dans l'aventure, donc qui est au tout début, mais en même temps, ils y sont clairement pour l'ensemble des produits. Donc, ils n'ont pas fait une concession. Il ne s'agit pas d'un discours marketing, ils ont décidé de le faire pour la totalité des produits dans l'ensemble de leur canaux de vente. Et donc, ici, on voit un exemple qui est très intéressant parce qu'eux ont décidé de le faire et donc ils vont pouvoir ouvrir tout le chemin pour les autres acteurs. Et donc, oui, je pense que l'IoT peut aider à améliorer l'économie circulaire, mais également à réaliser d'autres objectifs du développement durable au niveau mondial. Et donc, si on regarde finalement au niveau des possibilités, au niveau technologique, Solar Impulse l'a démontré, il a pu mettre en place un avion qui pensait être irréaliste par la totalité des constructeurs d'avions. Il a réussi à le faire. Donc je pense que l'IoT peut aussi réussir différentes révolutions. Je vous remercie.